Carnet de santé de la communauté mondiale. Ce jour 24 mars met un accent particulier sur la lutte contre la tuberculose. Journée mondiale, la journée à plus d'engagement. Vu du Burkina, la célébration s'inscrit dans la logique mondiale. Et puis, développer le secteur de l'information et de la communication entre pays du Sud, le Burkina et la Côte d'Ivoire sont engagés. Après Abidjan, c'est Ouaga qui accueille les responsables des départements en question. Troisième édition de la foire agro-silvo-pastorale de la région du Nord et s'inscrit dans le plan quinquennal 2010-2014 d'organisation des foires. Invité pour en parler, nous recevons le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Et puis, François Bozizé perd finalement la manche dans le bras de fer qui l'opposait à la rébellion. Depuis ce jour, c'est donc Michel Djotodia qui dit tenir les rênes du pays, un pays sous couvre-feu depuis ce matin. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. En ce jour 24 mars, donc, la communauté mondiale à leur arrivée sur son carnet de santé fait reculer la tuberculose. Pour cela, il faut plus d'engagement à travers des actions ciblées. La célébration au plan national a embouché la même trompette au Burkina. C'est Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins qui a abrité la célébration. Le point est signé de Ahadi Sandamba. Halte à la tuberculose de mon vivant, c'est le thème cette année de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au Burkina Faso, c'est la ville de Sia qui a accueilli l'événement devant les différents acteurs de la lutte, les partenaires techniques et financiers et la population. Le ministre de la Santé a passé en revue toutes les actions menées les années antérieures avant de faire l'état de la maladie. Au Burkina Faso, l'engagement du gouvernement, des partenaires au développement et les différents acteurs ont permis en 2012 de dépister 5210 nouveaux cas de tuberculose, toutes formes confondues, dont 3583 cas de nouveaux cas de tuberculose à microscopie positive. Le taux de succès au traitement est actuellement de 78% pour la cohorte 2011. Avec de tels résultats, les efforts doivent être maintenus et poursuivis pour venir à bout de la maladie, ce qui nécessite une bonne prise en charge de tous les cas diagnostiqués, d'où l'implication sans faille de tous. Les communautés, les partenaires techniques et financiers, les autorités administratives et politiques, coutumières, religieuses et la société civile dans son ensemble doivent davantage s'impliquer pour vaincre cette maladie. Il est également important d'adopter et de rendre disponibles dans les centres de santé de notre pays les nouveaux tests rapides pour le diagnostic des cas de tuberculose. Nous devons aussi renforcer nos actions de sensibilisation afin de toucher tous les groupes défavorisés et les populations les plus à risque de tuberculose. Par ailleurs, la collaboration déjà entreprise entre les structures de prise en charge de la tuberculose et celle du VIH sera renforcée afin de sauver des milliers de malades co-infectés, tuberculose et VIH. À Bobo Dioulasso, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS a interpellé tous les acteurs sur la lutte contre la tuberculose. Pour elle, le défi majeur à relever est le diagnostic de tous les cas de tuberculose. C'est d'ailleurs là que se situe le soutien de son institution au Burkina Faso. Le problème essentiel vraiment c'est de diagnostiquer. C'est là où on essaie d'appuyer le ministère de la Santé à améliorer le taux de diagnostic. C'est le problème le plus important parce qu'une fois qu'on a diagnostiqué la tuberculose, il y a le traitement efficace, il est gratuit, il y a un accompagnement gratuit aussi qui est fait. Et pour relever le défi de diagnostic, tous les acteurs sont unanimes qu'il est nécessaire de renforcer les actions de sensibilisation. C'est en cela que la célébration de cette journée a été un créneau pour faire témoigner des malades de la tuberculose sous traitement. Ça dépend des malades, il y en a qui prennent un comprimé, il y en a c'est 2 comprimés, il y en a aussi c'est 3 comprimés, ça dépend de l'ampleur de la maladie. Le traitement, en tout cas, ça se passe bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant, plus qu'au début.
Ce fut également le lieu de reconnaître et de récompenser le mérite des différents acteurs dans la lutte contre la tuberculose au Burkina Faso. Et dans le souci de renforcer les résultats de la lutte dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest, des vélos ont été remis pour accentuer les actions de sensibilisation. Développement du secteur de l'information et de la communication entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est le tour de Ouagadougou donc d'accueillir les responsables en charge des départements. Après Abidjan en 2012, les ministres ivoiriens et burkinabés vont à présent s'assurer de la continuité dans la mise en œuvre des recommandations. Le point est de Évariste Kombari. Le séjour burkinabé du ministre de la Communication de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, signé en juillet 2008. Cette visite fait suite aussi à celle que le ministre de la Communication burkinabé a effectuée en 2012 en Côte d'Ivoire. Après donc Abidjan, où Ivoiriens et Burkinabés de la communication ont exploré des pistes de partenariat en matière de développement dans le secteur de l'information et de la communication, Ouagadougou va permettre aux deux parties de consolider, mais aussi et surtout de confirmer les engagements pris. Et aujourd'hui, je suis venu donc pour que cet accord soit concrétisé, que nous puissions le signer, de sorte que toutes les structures sous tutelle, tant du ministère de la Communication de Côte d'Ivoire que du ministère de la Communication du Burkina, puissent avoir un cadre de travail défini. Nous espérons justement que ce protocole d'accord au traité d'amitié et de coopération que nous allons signer certainement demain va nous offrir une plateforme idoine pour permettre d'approfondir la coopération entre nos différents services. Outre les séances de travail, le séjour burkinabé du ministre ivoirien de la Communication sera marqué par des visites à des organes de presse et à des présidents d'institutions. À suivre donc, et puis autre point de l'actualité, de 880 tonnes en 2004, la production en pommes de terre du Lorum à Titao est passée à plus de 2100 tonnes cette année. Pour la localité, c'est donc une raison de plus de penser la question des débouchés. Le sujet est donc naturellement revenu à la 11e édition de la fête de la pomme de terre. Abdelaziz Yagibou. Si la pomme de terre demeure encore une denrée rare, très prisée dans certaines provinces du Burkina, dans le Lorum par contre, sa production se transmet de génération en génération. Elle constitue une arme redoutable contre la faim et la pauvreté. La moisson est abondante cette année avec des rendements de 2130 tonnes pour 111 hectares de superficie exploitée. Un exploit qui efface le triste souvenir de l'année dernière qui s'était traduit par une réduction à hauteur de 22 hectares les surfaces emblavées, et cela du fait de la mauvaise pluviométrie. Un sous-secteur pourvoyeur de revenus que les différents acteurs impliqués se battent pour promouvoir à travers des activités comme cette foire qui souffle ses 11 bougies. Elle a drainé environ 80 exposants venus présenter plusieurs variétés de pommes de terre. Je suis venu avec la pomme de terre, variété Sahel et puis Daïkoula. Deux variétés. Donc les deux variétés ont bien donné, mais c'est Daïkoula qui a donné plus que Sahel. L'étape de la production gagnée, c'est l'équation de l'écoulement qui demeure. Une problématique au cœur des réflexions de la présente édition dont l'enjeu est de capitaliser les acquis et les insuffisances. Pensons d'abord que la première des choses, il faudrait que les paysans eux-mêmes s'organisent en coopérative et qu'il y ait un comptoir de vente comme l'a bien signalé le ministre de l'Agriculture. Et je pense que quand nous arrivons à évaluer l'offre disponible, il est plus facile de prospecter donc, je vais dire, les acheteurs. Si la filière constitue une réponse au choc climatique que vit le Lorum, elle demeure cependant confrontée à une mauvaise organisation des producteurs, mais aussi à une diminution constante de la ressource eau. À 11 ans, nous sommes à notre 11e édition. Il y a une amélioration au niveau de la production, mais il n'y a pas une amélioration au niveau de la conservation. L'eau dont les producteurs parlent, c'est l'eau du barrage de Titao. Il y a plus de 60 ans, ce barrage n'a jamais été curé. Il est bien vrai que c'est un vieux barrage, mais s'il y a une solution qui puisse enlever, diminuer un peu la terre du fond du barrage, je pense qu'on aurait un volume d'eau très important. Dans une région apparemment où les conditions, où l'environnement ne semble pas être favorable
on arrive à faire une production maraîchère aussi importante que la pomme de terre. Et je pense qu'il faut que nous comprenions que nous ne pourrons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire si nous nous basons seulement sur les cultures ordinaires qui sont faites en saison pluvieuse. Il faut développer les cultures de contre-saison parce qu'il y a énormément de possibilités. Le gouvernement, pour sa part, va également jouer sa partition. Nous verrons ce que nous allons faire pour permettre donc à la production de la pomme de terre dans cette région d'avoir encore des débouchés beaucoup plus importantes qu'elle n'est aujourd'hui. Pour un plein essor de la production maraîchère dans la province, l'État promet l'aménagement de 197 hectares sur les bordures du barrage d'Andekanda. Une initiative qui va sans doute booster la production de la pomme de terre qui est passée de 880 tonnes en 2003-2004 à 2130 tonnes cette année. Voilà, autant le dit, donc la question des débouchés des productions sera donc de ces sujets qui attendent le nouveau maire, le maire de la ville qui prend officiellement fonction. Jacques Boukari Niampa se succède à lui-même sur le fauteuil de Titao. Il place son mandat sous le signe de la cohésion sociale entre fils et filles de la localité. Le reportage est toujours de Abdelaziz Yagibou. Je déclare officiellement installé dans vos fonctions de maire de la commune de Titao à compter de ce jour, samedi 23 mars 2013. L'instant est solennel pour installer officiellement le maire de Titao, réélu pour la 3e fois consécutive dans ses fonctions. La clé de la cité en main, Jacques Boukari Niampa dit envisager l'avenir de sa commune avec beaucoup plus d'ambition et de sérénité. Ses priorités pour les 5 ans à venir, la consolidation de la cohésion entre les différents acteurs de développement de la localité, la lutte contre l'adversité de la nature, mais aussi et surtout la création de meilleures conditions pour une promotion de la chaîne de valeur ajoutée en matière de production de pommes de terre, une activité phare de la zone. Titaolaises, me voici encore présent à votre libre choix. Merci pour la confiance renouvelée. Il me reste de demander dès à présent la belle communion de tous les Titaolais et Titaolaises et à l'avenir la sainte communion de tous les Louroumois dans le principe de la démocratie. Aidez-moi à faire grandir, vivre et rayonner la vie de Titao pour aboutir un jour au majestueux embrassement de tous les Louroumois sous le regard satisfait du Dieu créateur. Élu le 13 mars dernier par un conseil municipal de 93 membres, le maire Jacques Boukari Niampa, pour gagner le pari du développement de la commune, appelle la population à davantage faire de la culture de la paix, de la discipline et du travail son credo. On reste toujours dans le nord où il ne reste plus que 4 jours dans le cheminement vers la foire de la région. Côté organisation, le temps est aux dernières touches. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, dont le département a la charge de l'organisation de l'événement, a fait le déplacement du terrain. Constat, tout sera fin prêt pour le 29 mars prochain. Le reportage est signé cette fois de Drissa Serré. C'est sur cette terre aménagée aux abords du marché central 6 au secteur 5 de Yako que se tiendra la foire régionale du Nord. Sur l'aire d'exposition, le temps presse. Il n'est plus question d'observer un quelconque temps mort. Les ouvriers travaillent à feu continu pour livrer l'ouvrage dans les délais. Grâce à la subvention de l'État chiffrée à 250 millions de francs CFA, 3 blocs de 12 boutiques, des étals, un portail central à l'entrée principale, des terrassements, ont été réalisés ainsi que l'électrification de l'aire de la foire. Le chantier présente une bonne physionomie. Les derniers coups de pinceau mettront un terme à la phase de finition. Le start que vous contactez actuellement, bon, ça nous laisse des retouches à faire. Donc, fin des journées de demain, je pense que tout sera livré. On n'aura pas grand-chose à dire. Actuellement, tout est fini. Les tracements, les constructions, tout est fini. Actuellement, vraiment, on peut utiliser comme on veut. L'état d'avancement des travaux, le scénario de la cérémonie officielle, le ministre du Commerce examine de façon minutieuse, détail par détail, tous les aspects entrant dans la bonne tenue de la foire. À une semaine de la date fatidique, le comité régional d'organisation s'est dit confiant. C'est vrai qu'aucune une organisation de cette ampleur, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en a eu, mais avec la venue du ministre ce matin,
je pense que nous sommes comblés, nous sommes soulagés, parce qu'un certain nombre donc, de préoccupations relativement à l'électrification de l'aire de la foire, relativement à l'ouverture des voies qui n'étaient pas donc prévues, le ministre a bien voulu donc accompagner la commune dans la réalisation donc, de toutes ces tâches. À l'étape actuelle, le constat est encourageant. Au plan national et régional, le comité d'organisation a bien tenu ses engagements. La foire de Yako va innover en ouvrant un salon de la tomate. Alors, j'ai vu les infrastructures actuellement, je voudrais vraiment me réjouir parce que ce soit les boutiques, que ce soit les étals, vraiment j'ai vu du bon travail et je voudrais féliciter vraiment le PDG de Sol Confort qui a eu vraiment ce travail parce que vous savez que la foire était prévue pour une date plus rapprochée et nous n'étions pas fin prêts. Il a accepté de nous accompagner et il a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, nous avons un bel ouvrage. Je voudrais seulement demander qu'après la foire, les populations de Yako, les opérateurs économiques, les producteurs puissent entretenir ces ouvrages et que ça serve à la localité. Et ce serait une occasion aussi pour la région d'avoir de nouvelles infrastructures. Satisfait du niveau d'exécution des travaux, le ministre a convié le comité régional d'organisation à une rencontre ultime, occasion de féliciter et encourager les membres à surmonter les difficultés liées à l'organisation de cette manifestation d'envergure nationale. Voilà, c'est donc un dossier qui montre l'état d'avancement des travaux sur le terrain et dans l'ensemble, il faut retenir que pour le mieux, tout se passe donc bien et pour en parler, nous recevons le ministre en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, monsieur Arthur Kafando. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Voilà, monsieur le ministre, comme on l'a vu dans le dossier, les travaux avancent plutôt bien et justement, on va parler de cette foire qui va se tenir le 29 mars prochain. Première question, voilà, maintenant 28 ans, on va dire que le Burkina organise régulièrement ce genre de rencontres. Est-ce que les populations rurales ont réellement besoin de ces rencontres? Bien, je pense que c'est vraiment une grande opportunité pour le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de pouvoir aujourd'hui faire un point au niveau d'une grande manifestation que l'organisation des foires régionales, qui est une manifestation qui s'inscrit dans le programme présidentiel, mais aussi dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Parce que c'est dans le plan quinquennal, nous avons 4 grandes foires qui ont été retenues de 2010 à 2014. Et nous sommes à la 3e organisation. Et c'est une rencontre entre les producteurs et les acheteurs. Et c'est un espace qui se crée. Et ça permet aussi que nous puissions organiser dans les régions et réaliser des infrastructures pour les populations et pour les producteurs afin que pendant ces périodes, nous puissions permettre l'écoulement de ces produits. Vous savez que le Burkina a mené un programme intensif de production. Maintenant, il faut trouver aussi des opportunités pour qu'il y ait un lien entre la production et la commercialisation. Donc, je crois que les foires sont ces grandes occasions pour que ces populations puissent bénéficier, en tout cas, de ces opportunités fortes de pouvoir écouler ces produits, mais aussi que les régions puissent être dotées d'infrastructures. Voilà pourquoi les plus hautes autorités ont tenu à ce qu'il y ait ces programmes de foires dans nos régions aujourd'hui. Voilà, donc en dehors des infrastructures dont vous parlez, quel autre bilan on peut tirer de l'organisation justement de ces manifestations dans les différentes régions? Disons que nous avons pu, chaque fois que les foires se tiennent, nous avons pu mobiliser des exposants. Nous avons pu les doter en équipement avec, vous savez que les foires relèvent à la fois du ministère de l'Industrie, d'accord, du Commerce, mais aussi nous avons d'autres, c'est une activité transversale. Nous avons le ministère de l'Agriculture qui participe fortement, parce qu'encadrant les producteurs, nous avons le ministère des Ressources halieutiques, des ressources animales plutôt, et de l'hydraulique. Nous avons le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, il s'agit d'une activité transversale et à ce niveau, ça permet non seulement de pouvoir équiper les producteurs, ça permet de pouvoir les encadrer pour renforcer les capacités, mais ça permet aussi de pouvoir permettre que nous puissions ensemble avoir des activités qui poussent vers une montée en puissance de toutes ces activités au niveau du Burkina Faso. Et aujourd'hui, le bilan, c'est un bilan de renforcement de capacité, c'est un bilan d'équipement des producteurs aussi, mais c'est un bilan aussi d'infrastructure, comme je l'ai dit, mais c'est un bilan aussi de commercialisation avec la mise en place de comptoirs d'achat qui aujourd'hui ne permettent pas que ces productions soient enlevées au niveau de bord-champ. Vous savez que nous avons ce problème aujourd'hui qui tente à être résolu avec la mise en place de ces comptoirs d'achat.
Alors, dans le dossier qui est passé tout à l'heure, il y a un des membres du comité d'organisation qui évoquait quelques difficultés comme ça liées particulièrement à l'organisation de la foire de la région du Nord. Mais de façon générale, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés dans l'organisation de ce type d'événement? Alors, disons que une des difficultés majeures, c'est qu'il faut aussi renforcer les capacités des régions dans la préparation et dans la prise en charge, surtout dans la réalisation des infrastructures. Nous nous sommes rendus compte que le plus souvent, il y a des difficultés dans la réalisation des infrastructures à temps. Vous savez que dans la foire de Yako, nous avons accusé un certain retard dans l'infrastructure. Cela aussi s'est ressenti dans d'autres régions. Donc il faut travailler avec les comités régionaux, surtout avec la maîtrise des procédures des marchés publics pour que ces infrastructures, et aussi avec les entreprises locales, pour que ces questions soient résolues à temps. Il y a aussi qu'il faut que les producteurs, dans leur mobilisation, dans leurs encadrements, nous puissions avoir des producteurs qui sont suffisamment aussi formés, qui sont formés à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de produire de façon artisanale, mais d'aller dans un entrepreneuriat agricole qui permette aux producteurs de savoir qu'il doit maîtriser sa production, il doit savoir comment il doit produire, mais aussi savoir dans quel marché et sur quel marché il doit écouler. Donc, l'ensemble des questions et des difficultés qu'on peut ressentir dans l'organisation des foires dans les régions, mais aussi au niveau national, c'est la coordination, mais c'est aussi l'ensemble du soutien qu'on doit apporter, mais aussi à la question des budgets. Je crois que les budgets des foires sont relativement insuffisants, qu'il faut travailler à avoir des budgets conséquents pour qu'on ne soit pas surtout appelé à demander des budgets complémentaires en cours de réalisation. Alors précisément pour cette rencontre, le thème c'est promotion des filières agro-silvopastorales, halieutiques et artisanales pour une meilleure compétitivité des produits et une amélioration des revenus des populations de la région du Nord. C'est un peu long. Alors qu'est-ce que vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en termes plus courts et pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, disons que c'est un thème qui a été choisi en accord avec les producteurs, en accord avec les différents ministères dans la relation transversale que nous avons citée tantôt. Mais pour faire simple, disons que le souci et le constat que nous faisons, c'est qu'il y a une production qui généralement est parfois suffisante. Vous avez fait un reportage tantôt sur la pomme de terre qui a montré un peu un certain nombre de difficultés ressenties dans la région de Titao. Une production qui monte, un manque de débouchés et parfois un problème de conservation. Donc ce thème, c'est de voir comment on peut, sur une filière donnée, voir les questions de production, les questions de conservation, les questions de commercialisation. Donc, gérer d'un point, depuis le début jusqu'à la fin de la chaîne, l'ensemble des questions qui peuvent se poser au niveau du producteur pour que nous puissions ensemble trouver les solutions. Donc, voilà le souci qui se pose aujourd'hui au cours de cette foire que nous allons discuter avec les producteurs au cours de ce forum qui est une des innovations. On ne vient pas seulement pour vendre les produits, mais on vient aussi au cours d'une thématique qui sera discutée pour trouver des réponses à cette question de production, mais à cette question de conservation, à cette question de promotion, mais aussi à ces questions de commercialisation que nous avons au niveau des producteurs aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez déjà constaté de l'engouement, un engouement des populations pour cette rencontre en particulier? Oui, mais je crois que les foires ont été des moments très fort d'engouement. Pour la foire de Yako, nous avons près de 250 exposants qui se sont inscrits et nous avons toujours une demande d'exposants. Et nous avons au cours de ce salon un autre salon qui sera aussi une occasion de visite, c'est le salon de la tomate du Passoré, où des producteurs aussi vont faire valoir leur talent dans la production d'une spéculation qui est la tomate. Donc c'est pour dire que nous avons toujours eu beaucoup d'engouement, et même dans d'autres types de foires que nous avons eu ou dans des foires passées, nous avons eu plus d'exposants. Donc c'est un appel pour que chaque fois nos producteurs puissent saisir cette opportunité pour venir. Donc ça a été des moments très forts, c'est des moments où nous avons eu beaucoup de producteurs qui sont venus. Alors cette fois, ça sera une occasion de rencontre, les producteurs, le monde artisanal de façon générale. Qu'est-ce que vous avez comme message spécifique pour ce monde en particulier? Ce sera votre dernier mot, monsieur le ministre. C'est un message très fort d'appel à la participation des producteurs à cette foire du Nord, afin que tous puissent vraiment amener leurs produits les meilleurs pour vraiment permettre à la population de pouvoir les acheter, parce que c'est une occasion de connaître la production de la région. Mais aussi, je vais saisir cette occasion pour appeler la population du Nord, l'ensemble des populations du Nord,
pour qu'elle puisse réserver un accueil des plus chaleureux à son Excellence le Président du Faso. Vous savez que la foire est patronnée et sous le très haut patronat de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Donc c'est un challenge pour les populations du Nord, mais pour l'ensemble des populations du Burkina Faso. Et je voudrais aussi dire merci à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, à l'ensemble des sponsors et de tous ceux qui soutiennent l'organisation de la foire, et surtout des parrains. Vous savez que nous avons 3 parrains qui sont l'honorable député Fatou Diendéré, et nous avons le président de la section territoriale de la Chambre de commerce de Ouéouia, Elhaj Bagrem, et nous avons aussi le PDG de Sol Confort Décor. Donc nous voulons que tous les fils et toutes les filles de la région se mobilisent pour que ce soit une très grande fête de la région et que ça puisse mobiliser pour les producteurs ces moments très forts de rencontres et d'échanges au niveau commercial, je veux dire. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur le ministre. Je rappelle, amis téléspectateurs, que nous avons suivi tout à l'heure le ministre en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Monsieur Arthur Kafando, à propos de l'organisation de la 3e foire agro-silvopastorale de la région du Nord. La suite du journal, développement des liens de coopération sud-sud. Le Maroc est prêt à investir près de 20 milliards de nos francs au Faso. C'est une opportunité à saisir par le Burkina. Le pays de l'Atlas a un potentiel dans les domaines intéressants. Notre pays, en visite d'une semaine au pays de Hassan II, le ministre en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, qui est justement sur ce plateau, et sa délégation ont pu constater justement ce fait. Le point est de Drissa Seri. Cette sortie au Maroc avait pour objectif de permettre à la partie burkinabé d'avoir une vue panoramique des activités menées par le groupe Adoua, basé à Casablanca, la ville blanche, capitale économique du Maroc. C'est à partir de là que l'investisseur intéressé par le Burkina fait rayonner son groupe dans le reste du royaume chérifien et dans d'autres pays dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Il s'agit d'une société qui compte dans le quota des entreprises marocaines et qui fait dans le logement, la finance et le ciment. Grâce au concept de guichet unique initié par son président, le groupe a mobilisé le secteur bancaire à travers Attijari Wafa Bank, la BNCE, la CBAO et la Bank of Africa pour financer les promoteurs de logements sociaux. Les guichets que nous avons pu visiter ici, pour une personne qui rentre, qui a besoin d'un logement, rentre dans le guichet unique et sort avec une clé d'une villa, alors que ce n'est pas le cas chez nous au Burkina. Et je pense que c'est une expérience que nous pouvons profiter pour établir un tel guichet chez nous, au Burkina Faso. À partir de 2010, le groupe a diversifié ses activités en se lançant dans la cimenterie. Il a construit 2 usines identiques dans les localités de Ben Ahmed et de Beni Mellage, d'une capacité de 1 600 000 tonnes chacune. Il se propose de construire une usine sur le même modèle au Burkina avec une capacité de 500 000 tonnes par an. Celle-ci prendra en compte seulement la partie broyage. Conscient du fait que dans le fonctionnement des cimenteries, les nuisances sonores, la pollution et la protection de l'environnement constituent des préoccupations pour les populations riveraines, les responsables de la société Adoua ont tenu à rassurer les visiteurs. Pour l'anecdote, le chargé des relations publiques lance un pari à la réunion de débriefing. Toute personne qui trouve un morceau de papier sur le site d'une usine verra son voyage entièrement remboursé. Il n'aura pas tort. Sur le terrain, on constate que les sites ont tous intégré les questions environnementales. Nous avons visité les 2 usines en fonctionnement actuellement au Maroc et nous avons tiré quand même quelques sentiments de satisfaction en termes de ce qu'on a vu. Et les inquiétudes de départ semblent être aménuisées parce que les questions de rejet de poussière ne sont pas visibles, mais on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Les questions d'eau, pollution d'eau n'existent pas, puisque l'eau est retraitée, recyclée, réutilisée. Bon, a priori, on peut dire que le minimum est respecté en termes de préoccupations environnementales, même si sur les questions d'environnemental, le risque zéro n'existe pas. À l'issue des différentes visites, les a priori négatifs de départ ont fait place à des sentiments positifs. Le constat est édifiant. Monsieur Nebier se fera le porte-parole auprès des populations locales. Il n'y a pas de risque zéro en matière d'une industrie, mais vu ce que j'ai pu constater, il y aura peut-être des nuisances moins. Et ce qui va nous préoccuper pour la population,
c'est la sensibilisation. Je pense que je vais restituer et peut-être comme les enquêtes incommodes et commodes vont arriver, je pense qu'avec la restitution, on va mettre le paquet sur la sensibilisation de la population pour qu'on puisse comprendre. Comme le Burkina est en chantier de construction, que ces unités de cimenterie sont nécessaires aussi pour notre pays et notre population. Pour les responsables du groupe Adoua, l'organisation de cette mission visait avant tout à faire passer en ce qui concerne le ciment 3 messages clés. Pas de rupture, pas de spéculation, qualité assurée. Ensuite, pour le foncier, solliciter auprès de l'État burkinabé des terres pour développer des projets de logements sociaux. Une aubaine dans le contexte où le Burkina s'est engagé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Disons que la première des missions du gouvernement aujourd'hui, c'est la diversification. Et dans le programme politique du chef de l'État, c'est de permettre aux investisseurs directs, notamment dans le domaine des produits de grande consommation, que nous puissions avoir des unités en grand nombre. Et aujourd'hui, nous avons au moins 2 grands projets de mise en place d'unités de production de ciment. Et avec des quantités qui vont aller à près de 650 000 tonnes an et à plus de 500 000 tonnes an. Donc cela va venir augmenter l'offre au niveau du Burkina Faso. Mais il faut reconnaître aussi que nous n'avons pas toujours la matière première. Il faut attendre aussi qu'au niveau du Burkina, il y ait la production au niveau du calcaire dans le nord pour pouvoir venir aussi aider ces unités industrielles. Sinon, il y aura une importation encore de la matière première. Mais cependant, on peut dire que quand l'offre sera abondante à travers ces unités, le prix du ciment va connaître une baisse. Et c'est cela aussi que nous souhaitons pour les populations et surtout pour les grands chantiers que nous avons, l'aéroport de Doncin, nous avons les barrages, nous avons le projet Zaka, et nous avons aussi, chacun de nous, besoin de construire son logement. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Le groupe Adoua a tenu à apporter la précision. Il ne se comportera pas comme un groupe mu uniquement par le profit. C'est en tant qu'entreprise citoyenne qu'elle compte contribuer aux côtés des autorités au bien-être de la population burkinabé. Voilà donc pour la mission du département en charge du commerce et de l'industrie au Maroc. Et puis, dernière précision sur la foire agro-silvopastorale du Nord. Elle se tiendra les 29, 30 et 31 mars prochains à Yakou. La suite du journal, elle avait tout juste 14 ans et c'est dans sa chambre de servante que sa vie s'arrête. Pour une mort, elle était atroce. Rihanata a succombé à la barbarie de l'homme qui a abusé d'elle. La scène digne d'un scénario de film d'horreur s'est pourtant produit à Ouagadougou, dans le quartier Sissin. Les précisions sont de Nicolas Zigani. Les habitants de Sissin à Ouagadougou se sont réveillés dans la matinée du 23 mars avec un meurtre odieux. Rihanata Savadogo, âgée de 14 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre par son oncle. Selon les explications et les mobiles trouvés sur place, le coupable aurait utilisé une brique pleine de ciment pour donner un coup mortel sur la tête de sa victime après avoir abusé d'elle dans sa chambre. Les substituts du procureur, les éléments de la gendarmerie et un infirmier ont fait chacun en ce qui leur concerne les constatations d'usage avant de procéder à l'enlèvement du corps. La victime est arrivée du village il y a à peine 1 mois et était chargée de faire le ménage dans la cour où elle vivait avec un couple. Le chef de famille et son épouse ont été conduits à la brigade de gendarmerie pour la suite de l'enquête. À entendre les habitants du quartier, le phénomène est récurrent et les victimes sont le plus souvent des jeunes filles. Les forces de l'ordre sont alors interpellées pour mettre fin à ces actes criminels. Criminalité toujours vaste, riche et ouverte, la région de l'Est serait au finish victime de sa renommée. Dans la région, les bandits ont la gâchette facile aux grandes dames des populations. En riposte, gendarmes et policiers nationaux sortent l'artillerie lourde. L'opération menée près d'une semaine dans la localité fait ses effets. Le reportage est de Nyarkiteda. La région de l'Est et son grand banditisme. 29 attaques à main armée pour la seule région. À la date du 25 février, la localité détient le record selon les statistiques des forces de sécurité. Pour elle, plusieurs raisons expliquent cet état de fait. La première cause qu'on pourrait donner donc à cette recrudescence-là, c'est l'étendue même de la région. Vous savez
En plus de cette étendue, il y a que la région fait frontière avec au moins 3 pays, que sont le Bénin, le Togo et le Niger. Et nous savons aussi que dans ces pays, le grand banditisme est assez développé et donc cela permet aux délinquants de traverser facilement la frontière pour se rendre chez nous et vice-versa. En plus de ça, c'est une région, comme vous le savez, qui regorge de marchés à bétail. Le développement des sites aurifères et les multiples forêts favorise également la montée en puissance du grand banditisme. Un phénomène qui angoisse sérieusement les populations qui vivent dans un sentiment de psychose totale. Réellement, c'est un peu sérieux. Parce que nous, on grouille d'abord. On veut que les gens grouillent pour nous aider. Sinon, c'est partout. Hein. Ça ne va pas. C'est très criard ici. Ah, c'est très criard. Et comment ça attaque chaque fois seulement. Même pas, je peux même dire, même pas 15 jours, ça attaque sur la route de Bogandé. Ah, c'est vraiment dangereux. Ça se passe même pas un mois, même 2 semaines sans qu'on entende parler de ça. Sinon, franchement, les coupeurs de route, vraiment, ils nous dérangent trop ici. Surtout à Fadaï. Vraiment, en partant vers la route, vers Tonlbougou, en allant vers Makiakwale comme ça, chaque jour, il y a trop de coupeurs de route. Vraiment, ils nous dérangent. Donc c'est très très compliqué. Voilà. Généralement, les croise en cours de route, on nous dépouille de tout et vous revenez comme ça. Voilà. On a l'impression que beaucoup de choses, ça fait pour l'insécurité dans la région de l'Est. Beaucoup de choses. Il faut alors agir vite et bien. Et l'option prise, une offensive contre les délinquants dans la région de l'Est. Une mission conjointe police-gendarmerie pour ratisser la harche, même dans les zones les plus difficiles, comme ici dans la forêt de Kasséré, c'est dans la commune de Matiakwali. Nous sommes là dans l'attente des bandits de grand chemin qui, à la veille du marché à bétail de Tamalbougou, ne cessent de braquer les marchands qui partent avec leur bétail au marché le mercredi. C'est une forêt dangereuse, nous a-t-on dit. Le soleil va bientôt se coucher et les éléments doivent y passer la nuit. Sur la route nationale 18, allant Pada à Paman jusqu'aux frontières du Togo et du Bénin, une autre équipe est positionnée à Biougou. Son rôle est très déterminant. C'est l'un des axes les plus criminogènes de la région de l'Est, pour ne pas dire du Burkina. Et actuellement, notre position sur l'un des sites les plus attaqués. Et actuellement, nous sommes en opération de sécurisation depuis le dimanche 17. Au carrefour de Diabougou, après Kompienga, une équipe de gendarmerie veille au grain. Ici, les attaques sont très fréquentes. La gendarmerie effectue des fouilles de sûreté sur tout Ijazé de la voie. Nous avons beaucoup de producteurs de coton. Et très important parce que nous sommes dans une zone quelque peu cotonnière de la Sokoma. Et tout récemment, ils viennent justement d'avoir les sous réservés justement au fruit de leur labeur, à tel enseigne que tout le temps on est obligé d'être ici présent parce que tout le temps c'est là que les attaques se produisent. Le 34e régiment inter-armes basé à Farangourma est également sollicité pour cette mission conjointe. L'armée de l'air aussi, car l'ampleur du phénomène en vaut la peine. Ici, non loin de la frontière du Togo, les militaires participent aux côtés de la gendarmerie à la patrouille, alors que l'armée de l'air est sollicitée pour le déploiement des éléments sur le terrain. Elle joue également un rôle prépondérant dans la localisation des malfaiteurs. Par cette mission conjointe, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité est déterminé à faire reculer le grand banditisme dans la région de l'Est. C'est pour ça que nous commençons par des opérations musclées déjà pour taper sur le mal. Et on continuera donc avec les autres problèmes comme le renforcement du dispositif sécuritaire en personnel, le renforcement en logistique et la révision même de tout le maillage sécuritaire pour avoir une belle cartographie donc, du dispositif de sécurité de la région de l'Est, parce qu'il y a des poches qui ne sont pas couvertes. Cette mission qui dure maintenant une semaine a permis d'interpeller 90 présumés délinquants, dont plus de 30 étaient activement recherchés par la police et la gendarmerie. 66 engins, des armes à feu et des armes blanches ont été également saisis. Autre sujet de ce grand journal, la plaque tournante du cinéma panafricain, le Burkina a assisté à la fermeture de quelques-unes de ses salles mythiques de cinéma. Sont de celles-là la salle Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso que les cinéphiles ont du mal à oublier. Le dossier est proposé par Alidou Badini et Évariste Kombari. Voici ce qui reste du ciné Gimbi de Bobo Dioulasso, une salle qui a ouvert ses portes en 1956 sous le nom de Ciné Rio avant de devenir
Ciné Gimbi en 1970. Bien de jeunes Bobolais ont découvert le cinéma ici, dans cette salle. J'ai suivi à Gimbi beaucoup de films. Et avant de rentrer, c'était un combat. Pour regarder les films de 18h30, il fallait être ici à 16h. Si c'est un très bon film, il faut être ici à 16h pour occuper déjà la place. Et nous, on se battait ici pour regarder les films. Autrefois, Bobo Dioulasso comptait une demi-dizaine de salles de cinéma. Aujourd'hui, toutes ont mis la clé sous le paillasson, excepté le ciné Sayon. Dans un état de délabrement avancé, le ciné Gimbi continue de résister tant bien que mal aux propositions d'achat des commerçants. En fait, ça appartient à un privé, la famille Touré, j'allais dire. Semble-t-il, ils avaient été approchés par des opérateurs économiques qui voulaient en faire un hôtel. Ils ont posé un niet. Il y en a qui les ont approchés pour en faire une gare routière. Ils ont posé un niet. Ils ont dit que, en fait, s'il y a quelqu'un qui a besoin de ciné Gimbi, si ce n'est pas pour faire du cinéma, ils ne vendraient pas leur salle de cinéma. À Bobo Dioulasso, des cinéastes et des passionnés du 7e art, réunis au sein de l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso, refusent de laisser décapiter Gimbi. Ils ont lancé le projet « Il faut sauver le ciné Gimbi ». J'ai rassemblé autour de moi un certain nombre de collaborateurs, de collègues et d'amis. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a commencé à créer un réseau de soutien international au Burkina et ailleurs. On est allé voir notre ministre de la Culture, Baba Hama, qui nous a tout de suite donné son feu vert. L'idée aujourd'hui, sur le périmètre du ciné Gimbi, qui fait 917 mètres carrés à Koko, dans le quartier populaire de Koko, c'est de faire deux salles. Une petite salle et une grande salle fermée. Une petite salle de 156 places, une grande salle de 306 places. Il faut ramener la vie sociale du cinéma qui est dans la salle. Et notre projet veut que cette salle-là soit réouverte, mais qu'elle dépasse la vocation d'une simple salle pour devenir un centre culturel. Si à Ouagadougou, on a laissé mourir Rialé et Oubri, à Bobo Dioulasso, on s'évertue à sauver la princesse Gimbi. En musique, l'artiste musicien Solodia Kabako confirme son penchant pour la défense de la cause féminine. Son 9e opus est un poème à la genre féminine en 12 titres. Baramousso parle d'amour, de tolérance dans nos sociétés sur la dédicace de l'album. Le reportage est signé de Oumou Sissé et Jacques Lamissa Tarpaga. Après 8 ans d'absence, Solodia Kabako revient sur la scène musicale avec l'album Baramousso, la femme préférée. Avec des titres comme Mousso Tamachogo, Samedi Soir, Diagna, Baramousso, titre éponyme de l'album, Solodia Kabako chante l'amour et la tolérance pour une vie harmonieuse. Il met l'accent sur l'importance de la femme dans la société africaine. La femme, parce que j'adore la femme. C'est pas moi seul, tout le monde adore la femme. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai chanté la femme Baramousso, la femme préférée. C'est beau pour Urumde, voilà. Ça parle de la vie quotidienne, ça parle beaucoup sur la femme et sur tout quoi, tout, ça parle tout. Il y a beaucoup de sauce dedans. Baramousso, album de 12 titres enregistré entièrement live, est produit par Cédoni Productions dans le cadre d'un projet de relance des activités de la structure. C'est un projet, disons, qui consistait à produire donc 20 artistes. Et les 20 artistes ont été choisis à partir de 250 candidats. L'objectif visé, c'est de reprendre la production. De son vrai nom, Souleymane Koné, Solodia Kabako est auteur de 9 albums. De Burkina cubain, son premier, à Baramousso le dernier, Solodia Kabako est resté fidèle à son registre musical, qui est la musique mandingue, aux variantes reggae et salsa, et les thèmes abordés sont toujours en relation avec les préoccupations.